Les disparitions soudaines sont généralement censées être résolues par les forces de l'ordre, mais parfois ces agences sont limitées par un manque d'argent, de ressources et de temps. C'est alors que des civils ordinaires interviennent parfois pour prendre en charge la tâche, motivés par le désir d'aider une famille en deuil ou de voir la justice correctement rendue. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires de personnes disparues, résolues par de parfaits inconnus. Ewan Coulthard. Ewan Coulthard, 19 ans, étudiait le droit à l'université de Durham à Durham, en Angleterre, lorsqu'il a disparu après une soirée le 14 janvier 2015. Ewan avait passé la nuit à faire la fête avec des amis dans une boîte de nuit appelée Love Shack, mais il a disparu en rentrant chez lui lorsqu'il a cessé de répondre aux messages ou d'interagir sur les réseaux sociaux. Lors de sa disparition, il portait un jean noir moulant, une chemise beige à motifs et une veste en jean. Dans les jours qui ont suivi, plus d'une centaine de bénévoles sont venus aider à sa recherche. Ewan jouissait d'une excellente réputation sur le campus. Un ami le qualifiait d'adorable, un autre soulignait son rôle de secrétaire social de l'équipe de cricket et sa grande serviabilité. Après sa disparition, l'inspecteur Dave Coxon de la police de Durham a déclaré aux médias qu'Ewan était de bonne humeur ce soir-là et que son téléphone portable s'était éteint seulement 5 minutes après minuit. Les images de vidéosurveillance ont montré qu'il avait traversé le pont Framwell Gate 8 minutes plus tôt, après avoir quitté ses amis. Coxon a précisé que des bénévoles ont fouillé la rivière Wear sous le pont sans rien trouver, poussant les autorités à se concentrer sur les terres voisines. Une semaine après la disparition d'Ewan, les recherches ont diminué, mais les enquêteurs espèrent toujours retrouver le jeune homme de 19 ans vivant. Une autre semaine s'écoulera avant que des progrès ne soient réalisés dans l'affaire, grâce aux efforts d'un plongeur écossais, Trevor Bankhead, qui a parcouru 270 000 km pour offrir ses services bénévolement. Trevor a indiqué à la presse vouloir offrir une clôture aux proches d'Ewan et a proposé de fouiller la rivière Wear, notamment au cours des 14 mois précédant la disparition d'Ewan. 2 étudiants étaient de mort après être tombés dans la rivière, poussant enquêteurs et autres à envisager que l'étudiant en droit ait subi le même sort. Trevor est plongeur professionnel de coquillages et s'est impliqué dans l'affaire après avoir parlé avec son frère, Gary, qui était pompier et avait aidé à rechercher le jeune homme de 19 ans disparu. Trevor a plongé en scaphandre autonome dans la rivière Wear plus de 500 fois et a voulu aider après avoir appris que la police trouvait trop dangereux de chercher le corps d'Ewan dans l'eau. Selon les rapports, il n'a pas fallu longtemps à Trevor pour trouver le corps. Il se trouvait à seulement quelques mètres de l'endroit où il avait été vu sur les images de vidéosurveillance la nuit de sa disparition. Le plongeur a dit avoir tout de suite reconnu Ewan et lui a lancé « Je viens te ramener à la maison, mon ami ». Le corps d'Ewan a été identifié le 27 janvier, un jour après son repêchage. Sa mère, son père et sa sœur ont déclaré dans un communiqué « Nous serons éternellement reconnaissants envers le plongeur qui l'a retrouvé et qui, avec le soutien des services de secours, l'a ramené à la maison auprès de nous. » Une veillée aux chandelles a eu lieu plus tard dans la semaine. Des mois plus tard, en mai 2015, le coroner André Tweddle a conclu que la mort du jeune homme de 19 ans était accidentelle. Les analyses toxicologiques ont montré un taux d'alcoolémie de 167 mg/100 ml de sang, plus du double de la limite légale. André Tweddle a conclu que ce taux provoquerait chez un buveur social une ivresse évidente, une démarche instable, des réflexes ralentis et un jugement altéré. Sa famille avait précédemment déclaré « Perdre Ewan de cette manière nous a laissés totalement désemparés et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. » Sarah et Philip Garing. En février 2004, Manuel Garing, âgé de 44 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison du comté de Merrimack dans le New Hampshire. Il s'était suicidé par strangulation. Garing était en prison pour le meurtre de ses enfants.
Sarah, 14 ans, et Philippe, 11 ans, disparus le 4 juillet 2003. Des témoins ont vu les deux frères et sœurs au feu d'artifice à Concord, New Hampshire, puis monter dans le van familial avec leur père. Selon les enquêteurs, Garing a abattu ses enfants peu de temps après qu'ils aient été quittés le feu d'artifice. Il est ensuite allé dans l'ouest de la Pennsylvanie, a acheté une pelle et commencé son voyage à travers le pays. En chemin, il s'est arrêté pour enterrer ses enfants, disant aux autorités avoir placé une croix faite de bâtons et de rubans adhésifs sur leur poitrine avant de les enterrer. Une semaine après les meurtres, il a été arrêté à Gilroy, Californie. En détention, il a avoué les meurtres et affirmé que les enfants étaient enterrés le long de l'Interstate 80 sans pouvoir préciser l'état où se trouvaient les restes. Il a dit que cela pouvait être en Ohio ou en Indiana. Au cours des mois suivants, les forces de l'ordre ont tenté de retrouver les corps et ont même fait participer Garing à la recherche dans l'espoir de raviver sa mémoire, mais les restes n'ont jamais été retrouvés. Les analyses médico-légales de la pelle et du véhicule ont indiqué que les corps étaient probablement dans le nord-est de l'Ohio à cause du sol et du pollen, mais la zone à fouiller restait trop grande pour être explorée entièrement. Au moment des meurtres, Garing était impliqué dans un conflit de garde avec la mère des enfants, Teresa Knight, son ex-femme. Garing plaidera plus tard non coupable de meurtre au premier degré malgré ses aveux, son avocate affirmant qu'il souffrait d'une grave dépression non diagnostiquée depuis longtemps. Cette maladie a faussé son jugement et causé des actes inimaginables. Elle a ensuite précisé que sa dépression avait influencé sa décision de se suicider. Göring devait être jugé en septembre 2004. Frustrant et aucune justice pour la famille des enfants. La mort de Göring a aussi compliqué la recherche des corps de Sarah et Philippe. Au cours des mois suivants, des tentatives ont été faites pour retrouver les restes, mais chaque recherche est restée vaine. Stephanie Dietrich ne connaissait pas la famille Göring, mais après avoir appris le traumatisme de Teresa Knight, elle a voulu trouver des réponses. En 2005, Stephanie, caissière dans une épicerie à Akron, Ohio, a appris que Teresa avait parcouru plus de 650 miles pour retrouver ses enfants et a choisi de l'aider. Elle se souvient plus tard, c'est la supplication de la mère qui m'a poussé à le faire. Pendant des mois, Stephanie a cherché presque chaque jour les corps de Sarah et Philippe. Elle a chargé sa voiture avec une pelle, une lampe de poche, une pioche et des bottes, et avec son chien, Rico, elle a fouillé des parties du nord-est de l'Ohio qui correspondaient à la description du lieu d'enterrement donné par le FBI. Pendant 6 mois, il n'y a rien eu, mais le 1er décembre 2005, une avancée est enfin survenue. Stephanie fouillait une zone près de Hudson dans l'Ohio, lorsque son chien l'a alertée sur un endroit précis, en s'y allongeant et en l'attendant. Quand Rico s'est écarté, elle a creusé et trouvé rapidement une croix de fortune. Elle raconte « Dès que j'ai pris la croix, j'ai cessé de creuser. Je savais ce que j'avais trouvé. » Elle a appelé les autorités qui ont découvert 2 tombes peu profondes avec les restes de Sarah et Philippe Göring. Ils étaient enveloppés dans des sacs poubelles noirs sur lesquels avait été fixée une croix faite de bâtons et de rubans adhésifs. Leur identité a été confirmée par des dossiers dentaires et Teresa Knight a été informée de la situation. Sarah avait reçu 3 balles dans la tête, tandis que Philippe avait été touché par 4 balles, une à la tête, une au cou et une à chaque bras. Thérèse a été choquée d'apprendre que ses enfants avaient été retrouvés. Ayant failli les retrouver elle-même, s'étant approchée à moins d'1 mile du site l'été précédent en les cherchant. Elle a déclaré au New York Times « Je ne pense pas avoir vraiment eu ma véritable réaction. » Dans l'ensemble, il y a un sentiment de soulagement. C'est presque comme un boulet que nous devions porter avec nous, qui faisait partie de notre vie, et nous ne le savions pas. Stephanie, mère d'un fils et d'une fille, a confié à la presse qu'elle n'avait jamais fait cela auparavant. Elle a passé des semaines à analyser les aveux de Göring à la police, où il décrivait la zone d'enterrement des enfants, et a cédé ses heures de travail à ses collègues, incapables de se concentrer. Tous les quelques jours, elle partait chercher des réponses, visitant 6 à 7 zones à plusieurs reprises. Elle a précisé n'avoir jamais contacté Teresa. Je ne voulais pas la décevoir. Stephanie a reçu un chèque, une plaque et une lettre de remerciement du FBI lors d'une réunion à leur bureau de Boston en reconnaissance de ses actions. Rico a reçu un collier spécial de l'unité canine du FBI.
Teresa a déclaré plus tard, après la cérémonie commémorative pour ses enfants, que les gens disent plus souvent que nous pouvons maintenant tourner la page. On ne peut jamais trouver de fermeture face au meurtre insensé de ses enfants. Cependant, elle a ajouté que retrouver leur corps et les ramener à la maison nous a permis d'avoir une fin plus acceptable à cette partie du parcours. Mélanie Uribe. Mélanie Uribe, 31 ans, était infirmière à Burbank, Californie lors de sa disparition. Divorcée et mère d'un enfant, elle était reconnue comme une employée fiable et ponctuelle. Ses collègues se sont donc vite inquiétés lorsqu'elle n'est pas venue travailler la nuit du 15 décembre 1980. Il n'y avait pas de réponse à son numéro de téléphone à domicile, alors son employeur a prévenu la police. Le pick-up de Mélanie a été retrouvé le lendemain matin. Il avait été incendié et laissé comme une carcasse calcinée sur le bord de la route, avec sa tenue d'infirmière à proximité. Des témoins allaient bientôt affirmer avoir vu 2 hommes forcer l'entrée du pick-up arrêté à un feu rouge. Le témoignage a eu lieu la nuit où Mélanie devait aller travailler. Elle était en route quand elle a été attaquée. Pendant ce temps, Etta Smith, 32 ans, a appris la disparition de Mélanie aux infos quelques jours après. Etta, commise à l'expédition à l'usine Lockheed de Burbank, a trouvé l'histoire très locale et troublante, surtout lorsqu'elle a déclenché d'étranges visions inédites. Bien qu'elle ignore l'affaire, quand Etta a su que la police fouillait des propriétés pour retrouver Mélanie, une idée lui est soudain venue. Elle n'est pas dans une maison. Etta a expliqué qu'après cette pensée, une autre lui est devenue. C'était comme si je voyais une image. Une zone de canyon, une route qui tournait, un chemin de terre, des buissons et du blanc à travers ceux. Je ne voyais pas clairement ce que c'était, mais c'était nettement blanc. Je me suis demandé si ce que je ressens n'était pas la possibilité de l'endroit où cette personne pourrait être. Peut-être que le blanc que je vois est son uniforme puisqu'elle était infirmière. Etta ne connaissait pas le nom de l'endroit qu'elle avait vu, mais elle aurait ressenti très fortement que c'était lié à Mélanie, comme si cela lui montrait l'emplacement de la femme de 31 ans. Elle a ensuite décidé de contacter la police, déclarant plus tard « Je ne pouvais pas simplement laisser tomber parce que je continuais à me demander si cette personne avait besoin d'aide et si sa vie dépendait de cette aide, ce serait très mal de ma part de ne rien faire. » Bien que le détective Lee Ryan ne soit pas nécessairement un adepte des médiums ou du paranormal, il estimait qu'Etta avait une certaine crédibilité du fait qu'elle était venue le voir de son propre chef et qu'elle occupait un poste établi chez Lockheed, où elle bénéficiait d'une habilitation de sécurité de haut niveau. Etta a marqué sur une carte l'endroit où elle pensait que le corps de Mélanie serait retrouvé. C'était une zone isolée de la vallée de San Fernando appelée Lopez Canyon. Cependant, après sa rencontre avec la police, elle a eu le sentiment de ne pas être prise au sérieux. Elle a alors quitté le commissariat et s'est rendue d'elle-même dans le canyon pour retrouver Mélanie au plus vite. Avec quelques proches, elle a commencé à fouiller la zone le jour même. En approchant du sommet du canyon, elle a ressenti Mélanie toute proche et aperçu rapidement des traces de pneus fraîches. En les suivant, Etta s'est arrêtée quand sa fille a vu des chaussures d'infirmière blanches brillantes dans les buissons. Etta a quitté sa voiture et trouvé le corps de Mélanie. C'était exactement ce qu'elle avait vu dans ses précédentes visions. Mélanie a été rapidement identifiée et l'autopsie a montré une mort violente. Elle avait été volée, violée et battue à mort. La cause officielle était un traumatisme crânien. Le jour où le corps a été retrouvé, Etta a été rappelée au commissariat et interrogée par 2 détectives inconnus. Les hommes lui ont dit qu'ils ne comprenaient pas comment elle avait trouvé le corps. Et, par conséquent, elle était considérée comme une personne très suspecte dans l'affaire. Certains agents pensaient qu'elle en savait plus et qu'elle avait peut-être entendu des informations ou découvert l'emplacement du corps de Mélanie autrement. Et que l'angle de la vision était quelque chose qu'elle avait inventé afin d'éviter d'être tenue légalement responsable d'une quelconque manière. Le détective Lee Ryan s'est souvenu plus tard que, les enquêteurs n'ayant aucune autre piste ni indice, ils n'avaient à ce moment-là pas d'autre choix que de présumer qu'elle était en fait complice, soit avant, soit après, la commission du crime. Bien qu'Etta ait réussi 2 tests au détecteur de mensonges, car ces tests étaient pris très au sérieux comme preuves irréfutables, en 1980, les enquêteurs ont refusé de la libérer. Au lieu de cela, elle a été mise en prison pendant plusieurs jours et on lui a dit qu'elle avait échoué au test au détecteur de mensonges.
Accusée de meurtre, elle a ensuite été innocentée lorsqu'un informateur a affirmé avoir entendu un meurtrier de Mélanie s'en vanter dans son quartier. L'homme a été arrêté, où il a avoué et donné les noms de ses complices. Etta a été libéré et toutes les charges abandonnées le 21 décembre. Louis Carnal Morgan, âgé de 20 ans, Norman Willis, âgé de 17 ans, et Spencer Nelson, âgé de 21 ans, ont tous été arrêtés par la police pour leur implication dans le viol et le meurtre de Mélanie. Les hommes ont reconnu être montés dans le camion, l'avoir conduite au canyon, puis l'avoir volée, violée et battue à mort alors qu'elle suppliait. L'un des hommes, tenant une grosse pierre, a porté le coup fatal. Les 3 meurtriers ont été emprisonnés pour le meurtre de Mélanie. Des années plus tard, Etta Smith a poursuivi la police de Los Angeles pour arrestation injustifiée, son avocat disant que c'était le pire cauchemar pour une personne engagée civiquement. Elle réclamait des dommages et intérêts pour cette expérience humiliante, incluant une fouille à nu. Un juge a finalement statué en sa faveur, constatant que la police n'avait pas suffisamment de preuves pour relier Etta au meurtre ou pour l'incarcérer. À ce jour, la façon dont Etta Smith a su où se trouvait le corps de la victime du meurtre reste un mystère. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.